Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien ainsi que votre famille. Bienvenue sur Djelia, l'émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique de la préhistoire à nos jours, à l'aide de Djeli, d'historiens, d'écrivains, de journalistes. Je m'appelle Asker, je suis né en France et afrodescendant car originaire de l'Empire du Mali. Si comme moi, vous méconnaissez votre histoire et vos origines, et vous voulez savoir quel héritage culturel vous pouvez transmettre à vos enfants et aux générations futures, vous êtes au bon endroit, installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Jelia, 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 Jelia. Vous êtes toujours sur Djelia, notre histoire, notre héritage. Votre émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique. Je vous propose dans ce nouvel épisode de faire un nouveau voyage dans le temps. Et pour plonger dans cette immersion, je vous invite à fermer les yeux un instant. Imaginez un continent traversé par des logiques d'ordre, des royaumes où les voix comptent, où les paroles circulent sous les arbres à palabres, où les décisions se prennent dans l'écoute, la nuance, la mémoire. Au cœur de ce monde, il ne faut pas chercher des mythes, mais des institutions, des marchés réguliers, des routes anciennes, des formes de diplomaties enracinées, et parfois des guerres. Car, y compris sur le continent, les dominations inter-États demeurent. Mais ces guerres sont pensées, codifiées, hors du totalitarisme et du génocide à cette époque. Limitées par des règles sociales et cosmogoniques. C'est dans cet univers qu'un garçon naît, vers 1830, à Manian-Baladougou, en Guinée, ni prince, ni élu, ni chef désigné. Il est simplement le fils d'un marchand d'Ioula et d'une femme du Cognan, dans cette région forestière de Haute-Guinée, entre le fleuve Milo et les frontières mouvantes du Libéria. Il grandit loin des centres royaux, mais il observe. Très tôt, il sent que quelque chose se fissure autour de lui. Les grands royaumes déclinent, des tensions religieuses parcourent les plateaux, et dans les ports atlantiques, les navires européens changent de visage. Ils ne viennent plus seulement pour échanger, ils viennent pour occuper. Alors, l'enfant interroge ce monde. Il comprend que pour survivre à cette ère de basculement, il ne suffira plus de parler, de négocier, ni même de commercer. Il faudra organiser la conquête des territoires, penser la guerre, non comme une brutalité, mais comme une science de l'espace africain, une intelligence de la durée. De cette prise de conscience naîtra un projet d'empire. Pas seulement un empire d'expansion, mais un système militaire structuré, discipliné. Ce projet, il le porte sans école, sans modèle extérieur. Il devient ainsi un stratège, un bâtisseur d'armées, un commandant de terrain capable d'inspirer le respect de ses ennemis, un organisateur de pouvoir forgé dans la poussière des pistes, au croisement des langues, des peuples et des conflits. Ce récit n'est ni une légende, ni un conte romancé, c'est une réalité historique documentée et rigoureusement transmise, et pourtant souvent effacée des manuels, marginalisée dans les programmes et reléguée aux marges du savoir. Pour le raconter, je me suis appuyé sur plusieurs sources essentielles. Un article de référence rédigé par un officier français d'origine guinéenne, le lieutenant-colonel Sékou Diakité. Dans son article, cet officier français décortique le fait militaire samourien à l'aune des doctrines contemporaines.
Ce papier est paru dans une revue scientifique à l'université Alassane Ouattara à Bouaké en Côte d'Ivoire en 2024, appelé Les Cahiers du LARSOC. Deuxième source essentielle, les volumes 3 à 6 de la fameuse Histoire générale de l'Afrique, éditée par l'UNESCO. D'autre part, les travaux fondamentaux d'Yves Persson, cette magistrale thèse, notamment ces 3 tomes, sur Samori, une révolution Dioula, publiée de 1968 à 1975. Enfin, la tradition orale mandingue, les chants des Djeli du Wassoulou et les rapports militaires de l'ensemble de ceux qui l'ont combattu. Parce que raconter Samori, ce n'est pas simplement faire mémoire. En effet, il y a pléthore d'ouvrages, documentations, vidéos, thèses, articles sur ce grand personnage. Mais il s'agit ici de proposer un regard sur le génie militaire africain, pour redonner au continent ses bâtisseurs, ses tacticiens, ses concepteurs de souveraineté. Alors, tenez-vous prêt à laisser tomber les images figées et à entrer dans une époque de complexité, d'intelligence et de mouvement. Voici l'histoire de Samori Touré, le génie militaire africain que nous allons ensemble révéler. Chapitre 1. Le choix du fusil, quand la tradition devance la stratégie. Pour introduire ce premier chapitre, je vous propose d'écouter l'interview de l'écrivain Isiaka Diakité Kaba dans l'émission ivoirienne du groupe RTI sur le personnage de Samori Touré. Voilà, dites-nous, docteur Diakité, qui est Samori au juste? Un résistant ou un conquérant, puisqu'il n'a pas que combattu les Occidentaux? Qu'avez-vous découvert pendant vos recherches? La réponse est difficile à trouver après 3 romans historiques. Je me pose toujours des questions. Je pense que c'est les 3 à la fois. C'est un conquérant qui voulait délimiter un territoire, favoriser le commerce et dominer son environnement. Mais il se trouve que quand les Français venant du Soudan, du Nord, ont essayé de menacer son territoire, il a fallu qu'il se défende. Donc à ce niveau-là, il devient un résistant. Oui. Un farouche résistant. Un farouche résistant, parce que les chroniques coloniales et les Français même qui l'ont combattu ne manquent pas d'éloges à son égard en ce qui concerne sa capacité d'adaptation et sa capacité de résister à leurs agressions. Donc c'est difficile de... Pour moi, c'est un personnage complexe qui revêt tous ses caractères à la fois. Assurément, même les historiens et autres écrivains peinent à comprendre la complexité de ce grand personnage. Dans les vallées du Milo, là où les collines s'ouvrent sur les clairières, une légende traverse les générations. On y raconte l'éveil d'un garçon. Un moment de silence devant 3 objets posés à ses pieds. Et un choix, à la fois simple et lourd de conséquences. Une houe, symbole du travail de la terre, un sac de cola, promesse de commerce, de dialogue, de diplomatie, un fusil froid, droit, instrument de rupture. Samori Touré, l'enfant, pose sa main sur le fusil. Le geste, dans sa simplicité apparente, scelle un destin. Il ne choisit pas la violence, il anticipe son temps. Il comprend, avant beaucoup d'autres, que le monde en train de naître n'offrira aucune place à la neutralité. Ceux qui veulent préserver un espace d'autonomie devront apprendre à s'affirmer. Dans les années 1860, l'équilibre ancien vacille. Le royaume du Fouta impose ses réformes théocratiques sur les hauteurs. Les Traoré du Kénédougou consolident leur autorité à l'est, et sur les côtes atlantiques, les puissances européennes transforment le commerce en domination simplifiée. À l'intérieur des terres, certains chefs ferment les yeux. D'autres pactisent, croyant acheter du temps. Samori, lui, observe. Il analyse, il pressent.
Un dicton mandingue nous dit la chose suivante: la guerre viendra, que tu le veuilles ou non. Le choix de l'arme ne relève pas d'un goût pour le conflit. Il incarne un acte fondateur de souveraineté préventive. Prendre le fusil, pour Samori, c'est dire au monde: je ne subirai pas l'histoire, je vais l'écrire. C'est dans ce moment que se dessinent les fondements d'un système militaire africain qui, loin d'imiter d'autres structures externes à l'Afrique, s'enracine dans les réalités du terrain et les besoins d'un peuple en quête d'équilibre. Ce choix, transmis par les Djeli comme un récit symbolique et aussi une métaphore politique, elle annonce la transformation d'un jeune homme en penseur de la guerre, d'un marchand en bâtisseur d'institutions, d'un dioula errant en stratège de l'autonomie. À l'époque où bien des royaumes hésitent encore entre résignation et repli identitaire, Samori forge une réponse. S'organiser pour dominer, se structurer pour conquérir et armer la mémoire pour assurer l'avenir. Dans le prochain chapitre, on va plonger dans le basculement de Samori, du colporteur au stratège, de l'observateur au décideur. Chapitre 2, l'éveil du conquérant. Apprendre à lire le monde avant de le diriger. Assurément, avant de diriger des troupes, Samori a parcouru les pistes. Non en conquérant, mais en commerçant. Il a traversé les confins du Fouta Djallon, longé les versants boisés du pays Toba et poussé jusqu'aux marges de la Sierra Leone coloniale. Non pas à la recherche de terre, mais de repères. Dans chaque village, chaque foire, chaque carrefour de Palabres, il s'imprégnait des équilibres et des tensions d'une Afrique en pleine recomposition. Les conversations qu'il écoutait, les objets qu'il troquait, ainsi que les itinéraires qu'il répétait, formaient peu à peu une cartographie mentale d'une très rare précision. À travers les gestes du commerce, il saisissait les mécanismes du pouvoir. Qui domine, qui résiste, qui pactise et qui s'effondre. Et ce n'est pas par hasard que plusieurs décennies plus tard, ces colonnes militaires progresseront selon les anciens circuits du troc. C'est que ces routes, bien avant d'être militarisées, avaient été observées et comprises. Selon le lieutenant-colonel Sékou Diakité, dans les fameux cahiers de l'ARSOC, j'ouvre les guillemets, le terrain fut son premier professeur, le marché sa première école de géopolitique. Je ferme les guillemets. C'est dans cette phase d'errance maîtrisée que Samori Touré développe ce qui deviendra l'un de ses traits fondamentaux. Une lecture fine des rapports de force, nourrie autant par l'expérience directe que par l'écoute attentive. Il ne se forge pas dans un camp militaire, mais dans un espace d'échange, là où la langue, l'argent et la rumeur font circuler autant de vérité que d'illusions. Selon les reconstructions historiques, c'est entre 1853 et 1855 que survient le premier drame de sa vie. Une fracture personnelle redessine la trajectoire du jeune homme. Sa mère, Sorona Kamara, est enlevée par un chef de guerre local. Oui, les razzias faisaient effectivement rage en dehors de tout État-nation. À ce moment-là, Samori est encore un jeune adulte, actif dans le commerce, mais pas encore chef militaire. Pour obtenir la libération de sa mère, ce dernier se livre volontairement comme esclave soldat à Séré Bourlaï, un chef militaire local. L'adolescent reste à son service pendant environ 7 ans, 7 mois et 7 jours. Période durant laquelle il apprend l'organisation, la tactique et les dynamiques internes du commandement. Ce geste, perçu par certains comme une soumission, s'avérera un apprentissage indispensable.
Il intègre une armée, observe la discipline, mesure les dynamiques internes, décortique les hiérarchies, les failles, et, au moment propice, reprend enfin sa liberté. Libre, mais transformé, il ne retourne pas au commerce. Il commence à réunir patiemment des alliés, souvent parmi d'anciens compagnons d'infortune ou de soldats marginaux. À partir de là, Samori n'est plus seulement un survivant, il commence à devenir un stratège, bâtisseur, maître de son destin. À mesure que se consolide sa maîtrise du terrain, le colporteur devient organisateur. Le négociant de brousse s'affirme comme logisticien. Ce qu'il avait connu sans armes parle maintenant d'un meneur exigeant, mesuré, presque distant. Un témoignage oral de Bissantougou, daté de 1963, nous dit la chose suivante. « Il ne s'est pas réveillé empereur. Il s'est levé chaque jour comme un homme conscient de devoir mériter la confiance de ses soldats. » Fin de citation. Et c'est ainsi que le nom de Samori commence à circuler. Non pas seulement comme celui d'un combattant valeureux, mais comme celui d'un homme capable de transformer des raids en stratégie, des groupes disparates en forces structurées et des victoires isolées en systèmes d'emprise cohérentes. Dans le prochain chapitre, on va entrer dans le cœur du système militaire samorien, la naissance d'une armée moderne, permanente, hiérarchisée, bien avant les doctrines africaines. Chapitre 3. Une armée avant l'heure. L'art d'organiser la souveraineté. Dès les premières campagnes du Wassoulou, Samori Touré comprend qu'il ne suffit pas de rassembler des hommes et de les armer pour constituer une force durable. L'Afrique, de la fin du XIXe siècle, entre dans une ère de confrontation asymétrique interne et externe, où la rapidité d'action, la capacité à s'organiser en temps de paix et l'endurance deviennent des critères décisifs de la survie politique. C'est à cette réalité qu'il répond, par la construction d'un système enraciné dans les traditions mandingues tout en les dépassant. Il ne mobilise plus les caris. Ce sont des troupes communautaires qu'on levait en urgence selon les circonstances. À la place, Samori décide d'instaurer une véritable révolution. Un corps militaire permanent, rémunéré, entraîné et opérationnel en continu. Oui, il professionnalise le corps militaire. L'unité de base est appelée Bolo. Il s'agit d'un groupe de 150 à 200 hommes encadrés par un Bologuntigi, c'est-à-dire un officier choisi non par naissance, mais par compétence. Et encore une fois, c'est une véritable innovation. La sélection repose sur la capacité à tenir les hommes dans la durée, à anticiper les manœuvres et à transmettre des ordres clairs. De même, à chaque chef est confié un étendard blanc pour se signaler sur le champ de bataille, bien sûr. En signe de commandement, il recevait également 2 objets symboliques. Une hache de guerre en argent, appelée le diendé, et le deuxième objet, il s'agit d'un sabre cérémoniel mandingue. Le premier objet, que nous pouvons voir sur l'illustration, cette photo, nous montre une hache cérémonielle qui était remise aux officiers supérieurs de l'armée de Samori Touré. Symbole d'autorité tactique et de loyauté impériale, elle incarnait moins l'instrument de guerre que l'outil de commandement. Le Bologuntigi, c'est-à-dire le chef de Bolo, le portait à la ceinture comme insigne de son rang, transmise non par hérédité, mais par mérite militaire. Sa forme sobre et sa fabrication locale illustrent la fusion entre esthétique mandingue et efficacité stratégique dans le système militaire du Wassoulou. Le deuxième objet, un sabre cérémoniel mandingue. Ce sabre, richement décoré, dont la lame était moins une arme qu'un sceau, est souvent sculpté à la main, orné de cuir tressé, de perles ou de métal, symbolisait l'intégration du chef dans la lignée des maîtres de guerre mandingues.
entre honneur guerrier et responsabilité sociale. Il ne tranchait pas seulement l'ennemi, il scellait l'engagement à diriger avec justice. De plus, Samori structure ses colonnes de combat selon un schéma constant, qui restera en vigueur jusqu'à la fin de son empire. Comme on peut le voir cette illustration, cette structure en 5 éléments se découpe de la manière suivante. À l'avant-garde, nous avons le Nia. Au centre, le Sisi. Sur le flanc droit, le Tinambolo. Et sur le flanc gauche, le Numambolo. Enfin, à l'arrière-garde, nous trouvons le Kokisi. Ce schéma, simple en apparence, permet une coordination fluide, sans saturation du commandement, et témoigne d'une intuition organisationnelle rarement égalée à cette époque sur le continent. Dans les revues militaires, appelées doctrines interarmées, datant de 2021, dit la chose suivante. J'ouvre les guillemets, 5 éléments dans un ordre de bataille, c'est exactement ce que permet de commander efficacement un général sur le terrain. Et cela, Samori l'a compris sans doctrine écrite. Je ferme les guillemets. Au fil du temps, l'armée se perfectionne. Samori introduit des éléments interarmés. Dans un premier temps, une infanterie de tirailleurs dotée de fusils à pierre ou à mèche. Deuxième élément de la structure, une cavalerie légère, mobile, décisive pour les manœuvres de flanc. Enfin, un corps logistique militaire où on retrouve des porteurs, des tailleurs, des forgerons, des soigneurs et autres cuisiniers. L'ensemble de ces soldats sont organisés par affinité linguistique ou régionale et sont progressivement encadrés selon des protocoles précis. Cette cohésion s'appuie autant sur la rigueur du commandement que sur la transmission d'un idéal. Et quel est-il ? Défendre une entité politique née en Afrique. Mais la défense de toute menace interne, l'État africain malheureusement, ou externe, la puissance coloniale. Selon l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, paix à son âme, qui était également ancien lieutenant-colonel formé à Kati, ce n'était pas une armée d'aventure, mais une armée de projection politique qui visait à donner une forme concrète à une volonté de souveraineté. Fin de citation. À la fin des années 1870, l'empire du Wassoulou, dirigé par le souverain, compte environ 20 000 hommes en armes, répartis sur plusieurs fronts, capables de se réorganiser selon les impératifs du terrain. Contrairement aux fantasmes coloniaux qui réduisaient les armées africaines à des masses désorganisées, celle de Samori relevait d'une pensée logistique précise, d'une vision anticipatrice et d'un effort constant et soutenu pour créer une force cohérente dans la durée. Nous allons bientôt entrer dans le chapitre 4, celui de la doctrine, de la discipline et de la transmission du savoir militaire. Ce n'est plus seulement une armée en marche, c'est un système de guerre pensé, raffiné et incroyablement en avance sur son temps et sur son espace. Mais tout cela, nous le découvrirons dans la deuxième partie de ce podcast. Restez à l'écoute. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Samori Touré, le génie militaire africain. Djelia, notre histoire, notre héritage. Djelia, 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 Djelia.